dans le chronogramme, on a prévu 2 heures de temps pour la table ronde. Il est déjà 11 heures passées. Je pense que, mesdames, messieurs les intervenants, vous allez nous faire l'indulgence de ne pas regarder l'heure et d'aller vraiment sur la question épineuse du financement de la recherche au Niger et pour qu'on puisse circonscrire les différents obstacles par rapport à ça et que cela puisse servir en tout cas d'élément catalyseur au niveau des pouvoirs publics. Donc sans plus tarder, je donne donc la parole à monsieur le modérateur, le professeur Saini Moumouni, pour démarrer et conduire les débats. Merci bien. Bienvenue à l'IRCH. Comme ça a été dit, cette table ronde s'inscrit dans le cadre des activités de la journée porte ouverte. Elle a pour thème le financement de la recherche au Niger. Et très rapidement, comme vous le savez, la science et la technologie sont des puissants outils de développement auxquels les pays développés accordent beaucoup d'importance. En Afrique et au Niger, la recherche n'occupe pas la place qu'il faut dans le concert des priorités au plan national. C'est en effet au moment des crises qu'on constate une prise de conscience de l'importance de la recherche, comme nous l'avons vu avec la crise liée à la Covid-19 et puis aussi les crises sécuritaires. Ainsi, le budget qui lui est octroyé est nettement insuffisant, ça a été dit ce matin. De ce fait, l'impact de la recherche scientifique dans le processus de développement du Niger reste encore insignifiant. Les résultats significatifs des recherches sont obtenus surtout grâce à l'engagement et à l'esprit de sacrifice des chercheurs. L'environnement dans lequel travaillent les chercheurs est caractérisé par le manque et ou la vastuité des infrastructures et équipements, vous l'avez dû le constater ce matin. Alors, cette table ronde vise à créer un cadre d'échange entre les différents acteurs du monde de la recherche au Niger, donc les parties prenantes. Et nous avons autour de cette table monsieur le directeur, représentant le directeur général de la recherche au niveau du ministère des enseignements supérieurs et de la recherche, qui est là. Professeur, madame la directrice générale du Centre national de la recherche scientifique, CNRS, et qui va nous parler du financement de la recherche dans le programme du CNRS. Monsieur le représentant de l'Institut de recherche pour le développement IRD, professeur, il va nous entretenir sur le financement de la recherche à l'IRD. Monsieur le directeur de l'Institut de recherche en sciences humaines, professeur, il va parler sur du financement de la recherche à l'IRCH de 2012 à 2022. Madame la directrice de la recherche et des relations extérieures de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, également sur le financement de la recherche à UAM. Et professeur Mekorama Zakari, chef du département d'histoire et tradition locale à l'IRCH. Donc voilà, le professeur va nous parler du financement de la recherche à l'IRCH avant 2012. Donc sans plus tarder, je donne la parole au directeur de la recherche au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous avez la parole, monsieur le directeur. Donc, bonjour chers participants. Je m'en vais donc vous présenter les politiques nationales donc, en matière de la recherche et de la technologie. Avant de commencer, je vais faire peut-être une petite revue sur les politiques en matière de recherche au Niger. Donc nous avons deux politiques. Et la première politique en matière de recherche au Niger, c'est ce qu'on appelle la PNRS, qui est une politique qui date de 2003 et qui est en cours de validation. Et normalement, le document est actualisé. Et avec l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, il a demandé de ne pas valider cette politique qui est déjà actualisée. Et il faut qu'elle soit mise à jour donc avec des conclusions qui seront
sorti donc à la fin d'une réunion qui est en train d'être organisée au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, qui est donc les États généraux. Et cette politique doit prendre en compte donc, les conclusions des États généraux pour être actualisées. Et on a suspendu le processus d'actualisation. Et la deuxième politique en matière de la recherche au Niger, c'est ce qu'on appelle la POSTINI, et politique nationale en matière de la technologie et innovation. Donc, qui est une politique qui est validée en 2020 et qui est actuellement en cours de mise en œuvre donc, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, donc on retrouve les mêmes politiques au niveau des institutions internationales, notamment au niveau de la CEDEAO. Nous avons une autre politique qu'on appelle l'EcoPost, et qui est aussi la base donc, des politiques que nous sommes en train d'utiliser. Et au niveau de l'Union africaine, nous avons aussi une autre politique donc, sur les sciences et technologies qu'on appelle STISA 2024 et que nous capitalisons aussi dans le cadre de la mise en œuvre des activités de recherche au Niger. Alors, la recherche, la coordination de la recherche revient au ministère de l'Enseignement supérieur au Niger. Maintenant, en collaboration avec les ministères sectoriels, donc on trouve la recherche également dans d'autres ministères, notamment au niveau du ministère de la Santé, au niveau du ministère de l'Énergie, au niveau du ministère de l'Intérieur. Et au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, donc la coordination des activités de recherche revient à la direction générale donc de la recherche et de l'innovation, et qui sous sa coupe il y a les universités publiques et grandes écoles donc, qui font la recherche. Il y a le Centre national donc, de la recherche scientifique. Dans la directrice générale, elle est là, elle va vous parler également de la recherche. Et nous avons également des instituts internationaux de recherche tels que l'IRD, l'Agrimet, l'ICRISAT et autres qui font également de la recherche. Alors, là, je vais vous présenter brièvement le contenu de la POSTINI, et qui est la politique actuelle donc, en matière de recherche au Niger. Alors, cette politique est devenue une question transversale. De ce point de vue, le gouvernement la met en œuvre à travers tous les ministères techniques. Et cependant, certains de ces ministères sont considérés comme la plaque tournante de cette mise en œuvre. On citera le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et les autres ministères en charge de l'éducation et des formations. L'élément de la politique sectorielle, notamment le fondement et principe directeur de cette politique, il s'agit là de poursuivre et de parachever le processus en cours donc, au sein du MESR, avec la participation de l'ensemble des acteurs intervenants dans le domaine donc, des sciences et des technologies pour l'élaboration de la vision prospective de la place des STI dans le plan de développement économique et social et la définition du programme indicatif national et rénovation de l'enseignement des sciences et de la technologie et de la recherche et développement au Niger. Et toujours dans la mise en œuvre de cette politique, nous avons également les partenariats publics-privés, et qui n'est rien d'autre que la collaboration entre universités et industries. Les centres d'excellence et le financement d'une recherche basée sur la concurrence connaissent un succès croissant dans les pays qui cherchent à augmenter leur capacité en matière de STI. Et l'État du Niger entend renforcer les réformes d'ordre structurel et la libération de l'économie en vue de permettre à chaque acteur du développement d'exploiter au mieux ses capacités productives dans un cadre macroéconomique donc, de qualité. Donc il y a également parmi les éléments de la politique sectorielle les mesures incitatives donc, en vue de rendre les STI plus attractifs pour les élèves et résorber ainsi donc, les déficits des professeurs dans le domaine. Le gouvernement du Niger devrait prendre donc, les mesures incitatives telles que la mise en œuvre d'un dispositif national pour la promotion des écoles et instituts de formation d'excellence en STI à tous les niveaux, le renforcement des capacités des chercheurs et des structures de recherche, l'amélioration de la bourse pour les étudiants en mathématiques et en sciences, en ce qui concerne spécifiquement les structures de recherche et les chercheurs. L'État améliorera le cadre juridique en organisant leur statut donc, et les systèmes de rémunération. Alors, parmi ces éléments, toujours de la politique sectorielle, nous allons parler aussi de la propriété intellectuelle. Le Niger est membre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle qu'on appelle l'OAPI. Donc, il devra prendre
les mesures pour appliquer l'ensemble des traités administrés de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qu'on appelle l'OMPI. Donc au Niger, la mise en œuvre de cette politique est assurée par l'ANDPI, qui est l'Agence de la propriété intellectuelle et de la promotion des innovations au Niger. Et la vision des STI s'inspire donc de celle de la CEDEAO, comme je l'ai dit tantôt, qui est le co-poste au niveau de la CEDEAO et STISA au niveau de l'Union africaine, et a pour but de contribuer à faire du Niger un pays à économie émergente à partir du développement et de l'utilisation de la science technologique et l'innovation dans les secteurs socio-économiques et environnementaux. Et l'objectif de cette politique donc, est de contribuer à l'atteinte des objectifs de la SDDCI, et qui est de bâtir un pays gouverné et pacifique ainsi qu'une économie émergente fondée sur un partage équilibré des fruits du progrès. De façon spécifique, la POSTINI vise à résoudre donc efficacement les problèmes et des problèmes concrets donc, de développement socio-économique de notre pays. Et quel est l'impact donc, de cette politique, et donc l'impact attendu de la mise en œuvre de la politique des STI, et donc les mesures législatives prises par le gouvernement pour constituer le potentiel scientifique et technique national et la valorisation des produits de la recherche ont permis au Niger d'apporter des réponses adaptées aux problèmes identifiés par les autorités politiques et les populations en vue de réaliser l'objectif de développement économique, social et culturel de notre pays. Et les effets attendus donc, de cette politique sont la promotion effective de la culture scientifique, des disciplines et séries filières scientifiques et techniques donc dans la société entière en général et dans le système d'éducation et de formation en particulier. La recherche et développement orientée vers la réponse aux problématiques identifiées par les autorités politiques et les populations, et ainsi que le cadre juridique et institutionnel. Alors, donc, les axes stratégiques donc, qui sont déjà identifiés dans le cadre de cette politique nationale en matière de sciences, technologies et innovation et sont surtout l'axe 1, par exemple le renforcement des capacités institutionnelles, réglementaires, humaines, matérielles et financières, notamment la mise en place de dispositifs et réformes institutionnelles, élaboration des textes juridiques, la formation, dotation et équipements nécessaires donc, à des institutions de recherche et la mobilisation des ressources nécessaires. L'axe stratégique 2, c'est la prise en compte donc, des sciences, technologies et innovations dans les politiques sectorielles et développement et de partenariat. L'axe stratégique 3, c'est la vulgarisation des résultats de la recherche, promotion de la culture scientifique, des savoirs locaux et de la protection des propriétés intellectuelles. Et l'axe stratégique 4, c'est le développement et transfert des technologies. L'axe stratégique 5, c'est gestion donc, des données et élaboration des indicateurs. Et nous avons aussi quelques éléments que je ne peux pas avoir le temps de présenter, mais de façon brève, voilà le contenu donc, de la politique nationale en matière de sciences, technologies et innovations donc, ici au Niger. Et nous allons revenir par la suite pour un peu vous faire la genèse du diagnostic donc, de la problématique des recherches que nous avons conduit au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, évidemment en collaboration avec l'université Abdou Moumouni de Niamey. Et le vice-recteur de l'université était là et je pense qu'il va également intervenir pour nous donner quelques détails par rapport à ces problèmes. Merci. Merci beaucoup, merci. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Madame la directrice. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur, cher professeur. Bonjour à tous. Merci beaucoup à l'IRCH pour avoir invité le CNRS à travers ma personne, ma modeste personne. Et merci beaucoup à toute l'équipe organisatrice pour la tenue de cette importante manifestation sur la recherche scientifique et son financement qui rencontre d'énormes problèmes. Je m'en vais vous parler un peu du Centre national de la recherche scientifique du Niger, qu'on connaît relativement peu, et pour cause, il s'agit d'une nouvelle institution qui est en train de s'installer. Et comme toute installation,
il y a une certaine lenteur qu'on observe. C'est général, c'est un phénomène universel. Donc ça relève du domaine public. Pourquoi le Centre national de recherche scientifique du Niger, CNRS, en abrégé CNRS Niger? Je tiens beaucoup à l'extension Niger parce que si vous mettez sur l'ordinateur, donc sur les moteurs de recherche CNRS tout court, ça va vous sortir le CNRS France. Donc le CNRS Niger a certes une similitude d'appellation avec le CNRS France, mais son statut, son organisation interne diffère. Ce n'est pas le même modèle de fonctionnement. Il ne s'agit pas du même modèle de fonctionnement. Le CNRS a un statut original. Le CNRS Niger a un statut spécifique, particulier, pour une raison bien particulière, sur laquelle je reviendrai. Donc pourquoi le CNRS Niger? Le développement de tout pays, nous le savons tous, passe nécessairement par son industrialisation. Cette industrialisation n'est autre que l'exploitation des résultats issus de la recherche scientifique. Tout ce que nous utilisons autour de nous pour notre existence, tout ce dont nous nous servons, relève à 100% de l'exploitation des résultats de la recherche scientifique. Le Niger, pour se développer, se doit donc d'exploiter les nombreux résultats de recherche scientifique dont il dispose dans tous les domaines. Au bas mot, il y a plus de 1500 résultats de recherche qui dorment dans les revues scientifiques et qui, pour le moment, ne servent qu'à la carrière, au développement de la carrière des titulaires des chercheurs, donc de ces résultats de recherche. Mais l'objectif final d'une recherche scientifique, ce n'est pas la carrière du chercheur. La carrière du chercheur n'est qu'une étape. La vraie finalité de la recherche scientifique, c'est le développement du pays. C'est l'exploitation de cette recherche scientifique. C'est la conversion de cette recherche scientifique en produit fini au bénéfice des populations. Tel est l'objectif final de la recherche scientifique. Et c'est cette exploitation qui permet l'industrialisation, et c'est l'industrialisation qui permet le développement. Aucune industrie ne peut se faire sans avoir les pieds bien ancrés au sein de la recherche scientifique, sans une certaine méthodologie scientifique. On ne peut pas baser sur une industrie sans méthodologie scientifique, c'est impossible. Donc c'est pour atteindre cet objectif principal de développement par l'exploitation des résultats de recherche scientifique que le CNRS Niger a été créé. Le CNRS Niger a donc pour mission principale, originale, de fédérer et de faire valoriser les résultats de la recherche scientifique en vue de leur application au niveau du secteur productif pour le bénéfice des populations et du développement du pays. Et cela conformément à la politique définie par le gouvernement. Quelles sont les activités réalisées et en cours de réalisation au niveau du CNRS Niger? Comme je l'ai dit, le CNRS Niger est une nouvelle institution en cours d'installation, mais avec un budget étriqué, ce qui nous lie avec le thème d'aujourd'hui. Un budget étriqué, délivré au compte-gouttes. C'est à peine si ça suffit au fonctionnement. Pour bien réussir sa mission, en évitant de naviguer à vue,
le CNRS Niger a pris le soin d'établir des conventions avec des structures de recherche sur le plan national et international. Sur le plan international, nous avons l'IRD, qui est notre partenaire, et toutes les structures nationales sont nos partenaires. De faire un état des lieux des résultats de recherche sur le plan national, c'est fait. Nous avons fait 2 tournées sur le plan national pour couvrir les 8 régions. Nous avons les données en matière de résultats de recherche scientifique, des données bien sûr qui sont provisoires, puisque la recherche continue. Le CNRS Niger a pris le soin d'élaborer et de faire valider son plan stratégique 2021-2026, d'élaborer et de faire valider le plan opérationnel triennal de mise en œuvre du plan stratégique, de constituer et d'installer officiellement son conseil scientifique. Nous avons le professeur Idé Oumarou ici, qui est le président de ce conseil scientifique, de tenir une séance de travail avec la CAPEJ au niveau de la primature pour créer un cadre d'échange régulier afin de rendre visible le CNRS et afin que la recherche apparaisse au niveau des programmations budgétaires. D'élaborer son plan de communication qui sera bientôt validé en atelier national le 1er décembre 2022, s'il plaît à Dieu, et de programmer une table ronde avec les partenaires du Niger en décembre prochain, s'il plaît à Dieu également. Donc, très brièvement, voilà les activités menées par le CNRS en gros. Je passe bien sûr sur les petits détails. Le Centre national donc, de la recherche scientifique du Niger soutient toute initiative qui vise à fédérer et renforcer l'efficacité de la communauté scientifique impliquée sur des thématiques cruciales de développement pour le Niger. Le CNRS Niger œuvre pour le renforcement des collaborations entre structures de recherche et chercheurs par des réunions thématiques et pour le développement de la production de connaissances scientifiques dans l'intérêt des populations du pays. Le CNRS Niger constitue l'interface entre le secteur de la recherche scientifique et le secteur productif pour la valorisation et l'application des résultats de la recherche scientifique en vue de l'industrialisation et du développement du pays. Voilà ce qu'il faut retenir essentiellement du rôle du CNRS. Le CNRS n'est pas là pour fédérer les structures de recherche, mais le CNRS est là pour fédérer les résultats de la recherche scientifique. Nuance. Cependant, le CNRS Niger rencontre d'énormes problèmes de financement pour la mise en œuvre du plan opérationnel de son plan stratégique. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci beaucoup. Merci, professeur. Alors, la parole au professeur Guillaume Favrou, directeur de l'IRD. C'est un honneur pour moi de présenter les financements possibles, les financements de la recherche que nous menons, peut-être également d'aller un peu au-delà et de voir comment une institution comme l'IRD a pu se transformer comme acteur de la recherche au Niger en partenariat vers une institution qui continue ses missions, mais qui est également un vecteur et un catalyseur vers des financements internationaux qui sont d'une ampleur bien plus considérable. Donc tout d'abord, quelques éléments. L'IRD est lié à l'IRCH à travers tout d'abord l'accord de siège qui a été renouvelé en 2020 sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais également tout récemment via l'accord cadre de l'IRD et de l'Université Abdou-Moumouni qui a été renouvelé et qui réaffirme les liens qui nous unissent à travers des projets de recherche qui sont en co-construction, qui sont réfléchis ensemble sur les objectifs du plan de développement économique et social du Niger et qui ont vocation à alimenter donc des recherches qui sont orientées vers les objectifs du développement durable et le tout en interdisciplinarité. Alors tout ça c'est des mots assez gros, mais juste un exemple.
que je souhaite rappeler, c'est que j'ai eu la chance et l'honneur de faire ma thèse au Niger, et en 1997, explorant toute la richesse des archives existantes au Niger, j'étais venu ici rencontrer le professeur Boubé Gato pour consulter ses archives personnelles sur son ouvrage sur le Zarmatarey, pour lui poser des questions sur les puits profonds, les agoursas du sud-ouest du Niger, qui touchaient tout spécifiquement mon sujet, qui était sur la recherche de la nappe phréatique et les impacts du climat. Tout ceci pour dire que l'interdisciplinarité, elle est réelle, et que toutes les disciplines peuvent s'alimenter réciproquement pour construire une recherche qui ait du sens et qui ait des impacts. Alors, pour revenir plus spécifiquement sur les outils dont dispose l'IRD, ils se sont progressivement enrichis au cours des 30 dernières années, avec des bourses de thèse qui ont été initiées dès les années 90 et qui maintenant portent le nom de bourses ARTS. C'est des bourses de thèse en co-encadrement entre des institutions nigériennes et des chercheurs de l'IRD ou des chercheurs de la sous-région. Ça peut être aussi des chercheurs qui sont dans nos laboratoires de recherche de l'espace CAMES, par exemple. Donc actuellement, on a 5 bourses de thèse qui sont en cours à l'IRD, avec des échanges bilatéraux, des étudiants qui circulent et qui donc s'enrichissent réciproquement des thématiques et des expertises réciproques de leur équipe d'encadrement. Nous avons également, sur des durées un peu plus courtes de 2 années, des projets structurants de formation. Et donc ça peut être sur des thématiques spécifiques, ça peut être sur, par exemple, les ressources en eau, ça peut être sur le carbone des sols, mais ça peut être aussi sur toute thématique d'intérêt, comme les migrations ou plus généralement des formations à la rédaction scientifique, et j'ai entendu cette expression tout à l'heure, ou alors la sensibilisation aux archives, à la science ouverte, ou alors également à des questions plus sensibles qui permettent de mieux s'ancrer dans le paysage international, comme la sensibilisation aux revues prédatrices ou aux questions du plagiat également, qui peuvent être importantes à l'échelle internationale. Donc ces projets structurants de formation sont disponibles à tout moment et c'est des demandes qui peuvent émaner d'institutions nigériennes comme l'IRCH. Actuellement, on a un projet en cours avec le Collège des écoles doctorales de l'Université Abdou Mouni sur lequel nous sommes en train de réfléchir. Ensuite, nous avons aussi les jeunes équipes associées à l'IRD, qu'on appelle les JEAI, qui ne sont pas forcément portées par des chercheurs jeunes, mais qui sont sur des thématiques nouvelles pour une institution. Et donc là, ça touche tous les domaines, et ça peut aller des sciences de la migration, qu'on a eu par exemple avec l'École normale supérieure, ou avec l'Université d'Andiko Dankuludo de Maradi récemment, sur l'agroécologie. Donc là aussi, c'est des outils dont on dispose. Et enfin, notre outil le plus emblématique, ce sont les laboratoires mixtes internationaux, qui sont sur des durées de 5 ans et qui financent à hauteur de 50 000 € par an des projets qui sont beaucoup plus structurants, beaucoup plus lourds, mais qui sont également totalement sans thématique prédéfinie à partir du moment où elles entrent dans les objectifs nationaux. Et donc actuellement, on a 2 LMI, un sur les migrations, qui permet des collaborations avec le Maroc, avec le Sénégal, avec le Burkina Faso, et un autre qui a été récemment soumis et qui porte, lui, sur les ressources de l'agroforesterie notamment, toujours à Maradi, et qui aussi a vocation à enrichir les partenariats avec le Nigeria, mais également produire des expertises dans ce domaine sur l'ensemble du territoire nigérien. Donc tout ça permet si vous voulez, d'alimenter des équipes qui ont vocation ensuite, on l'espère, à aller sur des financements beaucoup plus importants et beaucoup plus significatifs. Alors 2 exemples. L'IRD, par exemple, est impliqué à la demande de l'EAU, qui est basé à Accra au Ghana, sur des mises en réseau de centres d'excellence de la Banque mondiale. Et donc, nous participons en termes de catalyse sur certains réseaux thématiques. Par exemple, dans le domaine minier, on travaille avec les centres
de Bokeh en Guinée et de Yamoussoukro, et en collaboration avec l'EMIG, à cofinancer des échanges entre les étudiants. Donc ça, c'est les demandes de l'African Association of University du Ghana, qui a confié quelques financements à l'IRD pour travailler sur cette demande. Et donc, ces financements qui sont fournis par l'Agence française de développement et la Banque mondiale permettent une montée en capacité, parce que c'est des... Comme vous le savez, parce que c'est des projets qui passent par le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est des projets qui peuvent aller jusqu'à 6 millions de dollars et qui permettent de monter en compétence sur des thématiques qui sont jugées cruciales par les pays qui en sont porteurs et demandeurs. Et enfin, une initiative qui nous tient à l'IRD particulièrement à cœur, c'est les bourses Arise, qui sont l'équivalent des European Research Council Project en Europe. Ça a été un cheval de bataille de notre ancien PDG qui a souhaité que l'équivalent existe, et donc c'est une collaboration entre l'Union africaine et l'Union européenne pour permettre à des jeunes chercheurs qui veulent développer une thématique dans un laboratoire particulier de la mener sur une période de 4 ans avec des fonds de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, un exemple, par exemple, au CERMES, un jeune chercheur nigérien bénéficie de cette bourse RISE. Il y a d'autres chercheurs au Tchad ou ailleurs dans la sous-région. Il y a une quarantaine de bourses qui ont été allouées. Et c'est un mécanisme qui a vocation à perdurer et dont le Niger a déjà une première expérience. Et ça, évidemment, c'est des fonds qui sont beaucoup plus importants, mais qui permettent réellement de fonder et de monter en gamme dans les soutiens à la recherche. Et c'est sur ce modèle-là que se positionne désormais l'IRD, c'est-à-dire recherche de financement en collaboration et en partenariat. Les deux thématiques transversales sur lesquelles nous avons collaboré avec l'IRCH récemment, c'est celui de la science ouverte. Alors la science ouverte, ça ne veut pas dire mettre ses archives à disposition de la communauté internationale, ça veut dire simplement la sauvegarder, avoir une politique d'ouverture des publications, c'est-à-dire chercher à publier dans des revues qui soient immédiatement accessibles à l'ensemble de la communauté internationale. Vous savez que nous, chercheurs, et Madame la directrice du CNRS l'a rappelé, nous avons obligation en tant que chercheurs de publier dans des revues scientifiques pour nos carrières, mais parfois ces revues ne sont pas en accès libre pour tout un chacun. Et en particulier, il y a des grands bouquets de revues, des grands éditeurs internationaux, où si on ne paye pas pour que ça soit de l'open access, alors ça reste confidentiel et ça reste limité à simplement les institutions dites du Nord qui ont la capacité de s'abonner à ces grands bouquets. La politique de l'IRD, c'est de mettre en accès libre l'ensemble de ces publications. Donc on le fait sur nos archives, comme vous le savez, on a plus de 50 000 références en accès libre. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin de donner son nom. On clique sur le PDF et il s'ouvre et on peut le lire. Et dans tous les domaines, et notamment celui des sciences sociales, nous avons un fonds extrêmement important à ce sujet. La science ouverte, c'est aussi de pouvoir fournir les données et rendre accessible donc à tout un chacun l'ensemble des publications. Enfin, une dernière piste. Dans le domaine de l'archéologie, vous savez que l'IRD a été très présent dans les années 80. On l'a vu tout à l'heure avec les archives et le matériau qui sont archivés à l'IRCH, et notamment dans la région d'Agadez. Dans le domaine de l'expertise, il y a aussi, dans certains pays de la sous-région, toute infrastructure nouvelle qui est créée, et je pense notamment aux routes goudronnées, font l'objet d'un pourcentage de financement qui va directement à la recherche. Et nous avons des chercheurs au Cameroun qui travaillent avec leurs homologues camerounais, où dès qu'il y a une route goudronnée qui se construit, une infrastructure, eh bien, il y a de la prospection archéologique qui est menée en parallèle sur des fonds spécifiques qui sont dédiés à la recherche. Alors ça peut être, c'est de l'ordre du %, mais ça permet de faire de la recherche et de conserver et de construire des connaissances et de financer des masters ou des thèses. Je vais m'arrêter là, je vous remercie, monsieur le modérateur. La parole au professeur Abdou Bonchaki, directeur de l'IRCH. Le but de ma contribution, c'est de montrer déjà les activités que nous faisons ici à l'IRCH. J'avais prévu
de parler de la mission, mais ce matin, dans les discours, la mission, on a traité la mission, donc je vais zapper là-dessus. Et donc, je parlerai essentiellement donc, des résultats de quelques réalisations marquantes que nous avons eues ici à l'IRCH, et puis du financement, et puis peut-être des défis qui se posent à la recherche à l'IRCH. Donc, parmi les réalisations marquantes, nous notons les études monographiques qui ont permis de connaître la société et la culture nigérienne. Vous avez vu les cartes, exposer les cartes ethno-démographiques du Niger. Vraiment, ce sont les premières activités qui ont permis de faire connaître les réalités socio-culturelles du Niger. Nous avons les travaux ethnologiques de Jean Rouch d'Amour Jika et que j'ai aussi rappelé dans mon discours. Ce sont les cinéastes, c'est eux les pères fondateurs du cinéma nigérien. Et la participation aux grands débats internationaux a été aussi rappelée par le ministre, notamment l'engagement de Maradi, qui était un débat tenu en 1984 pour trouver les moyens de lutter contre la désertification au Sahel, notamment au Niger. L'IRCH a beaucoup contribué dans ces débats-là. Il y a le code rural, le processus d'élaboration du code rural. L'IRCH y a participé à travers la personne du professeur Sidikou. Il y a eu des études socio-économiques pour la mise en œuvre des premiers aménagements hydro-agricoles dans la vallée du fleuve Niger, dont l'aménagement hydro-agricole de Koutkale et de Saï, à l'étude desquels Djuldeley a participé. Nous avons les travaux archéologiques dans le nord et la vallée du fleuve Niger. Actuellement, il y a une équipe qui est dans le nord, une équipe d'archéologues qui est dans le nord. Les études sur la tolérance culturelle et interreligieuse que nous avons menées dans 6 régions du Niger en 2018. C'est une étude très récente. Au titre des réalisations marquantes, l'IRCH a contribué au règlement des différends frontaliers avec les pays limitrophes par son assistance en matière de cartographie et en matière également de documentation. L'IRCH a beaucoup participé dans ce domaine-là. Les travaux sur les questions sécuritaires, depuis une vingtaine d'années, l'IRCH travaille sur ces aspects-là, sur les questions sécuritaires. Et les travaux sur l'islam aussi, l'IRCH contribue beaucoup dans ce domaine. Nous avons des travaux sur l'aménagement d'une manière générale, que ce soit l'aménagement urbain ou l'aménagement rural. Et là, les exemples que nous pouvons prendre, c'est l'adressage de la ville de Niamey, et puis l'étude toponymique que nous avons réalisée, je crois, en 2020, à la demande de la communauté urbaine de Niamey. Nous travaillons également sur l'offre des services urbains. Et ce travail a permis d'encadrer beaucoup de thèses. Ici, des étudiants excellents, le ministre les rappelait, et des étudiants qui avaient bénéficié, pour l'excellence de leurs travaux, qui avaient bénéficié de la bourse de la coopération française pour aller poursuivre leurs études à Bordeaux et à Toulouse. Nous avons des travaux donc, sur les risques aussi, donc des centaines d'articles qui sont publiés dans les revues de renommée internationale. Et je rappelle que Moukar Sani en fait partie. Il y a plusieurs ouvrages qui sont aussi, qui traitent, nous avons publié beaucoup d'ouvrages, dont certains traitent de l'histoire locale à partir des manuscrits anciens. Il y a déjà une publication, un ouvrage sur Sinder. Il y a un ouvrage qui va également paraître sur Zender, sur la chefferie. Et il y a un ouvrage en préparation sur Tchota aussi, non, professeur? Voilà, donc il y a ces ouvrages qui sont en cours. Nous avons, pour l'ensemble des travaux effectués de 1944 jusqu'à aujourd'hui,
ça ne s'est pas arrêté, on n'a pas le financement, ça ne s'est pas arrêté. Mais pour l'ensemble de ces travaux-là, il y a eu une évaluation, une auto-évaluation, le rapport d'auto-évaluation de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, qui donne les performances. C'est la page 21. Donc c'est une évaluation de 2015 et qui place, ce sont les institutions de l'université qui placent l'IRCH, qui donne le meilleur score à l'IRCH, avec un score de 0,50, donc de près de, c'est de 0 à 1. Donc des performances effectives de 0,5 points, des performances potentielles de 0,57. L'IRCH a la première place. Maintenant, l'IRCH a participé également à Ouaga en 2019 à une rencontre scientifique et à l'issue de ça, l'IRCH a eu le deuxième prix du meilleur exposant. Donc c'est une rencontre qui a organisé une dizaine de pays. Maintenant, voilà les performances. Quelles sont les difficultés que le financement pose? Nous avons listé nous avons ici le répertoire des autorisations de crédit, que l'université Abdou Moumouni offre à l'issue des, des subventions. Et donc, de 2012 à 2022, vous avez vu, on a eu 12 arrêtés qui affectent. Et ces arrêtés-là, c'est de 2012 à 2017. Je dis bien 2017. Et après 2017, vous voyez, c'est 0,00 jusqu'à 2022. Voilà, 0 francs jusqu'à 2022. Voilà, donc pendant les 3 premières années, nous avons une moyenne de 32 millions par an. Et la deuxième partie des 3, donc d'un mandat, 3 ans, nous avons eu à peu près 15 millions. Donc je prends pour exemple le projet de recherche sur lequel nous sommes actuellement est estimé à 33 millions de francs CFA. Et donc, vous voyez, même parmi au cours de la période où nous avions la subvention, nous sommes loin du compte. 33 millions. Et dans le cadre du FARCIT, on nous a prévu 5 millions. Voilà, donc le reste, c'est à chercher ailleurs. Cela a des répercussions sur le déroulement des activités. Nous avons des graphiques ici. Tout ce que vous voyez ici, en chose, c'est des financements extérieurs. Les missions à l'intérieur, vous voyez le financement de l'Université Abdou Moumouni qui s'arrête en réalité en 2017, pardon. Voilà, et donc tout ce que vous avez, les pics, c'est, c'est des financements de l'extérieur. Et ce que vous avez ici, c'est l'évolution des ordres de mission que nous avons. Et donc, vous voyez, ça évolue vraiment de manière drastique. Le reste, c'est vrai, en 2020, il y a eu la Covid qui a fait que nos activités, comme partout, s'étaient arrêtées. Et donc là, c'est un tableau de synthèse. Nous sommes confrontés aujourd'hui à des défis énormes, des défis pour que l'IRCH arrive à accomplir sa mission. On a entendu l'appel du ministre, mais pour que cette mission-là soit effectuée, il faut donner les moyens. La recherche, c'est une question de souveraineté et l'État ne doit pas se déroger à cette exigence. Les défis se posent en termes de financement des projets de recherche, donc d'actualisation des données pour la compréhension des enjeux auxquels notre société est confrontée. Donc la conservation du patrimoine face aux risques climatiques et sécuritaires, parce que bon, nous avons quand même, vous avez eu à visiter le Daral, vous avez eu à visiter aussi la bibliothèque. Il y a quand même, les conditions sont des conditions précaires dans lesquelles ce patrimoine est conservé. Les défis se posent aussi en termes de valorisation. Tous ces documents-là, on peut les valoriser. C'est qu'il y a au niveau du Mara, les manuscrits arabes et adjami, on peut mettre plusieurs étudiants de médecine là-dessus, parce qu'il y a la médecine traditionnelle, ces documents traitent de la médecine traditionnelle. On peut les mettre dessus, mais nous n'avons pas vraiment suffisamment de moyens pour ça. Le rayonnement scientifique de l'institution prend un coût aussi.
l'institution Hirsch et l'institution universitaire dans sa globalité. Parce que vous savez, quand les gens n'arrivent plus à produire, ils ne pourront pas sortir pour aller confronter les résultats de leurs travaux à d'autres travaux réalisés à l'échelle internationale. Or, les évaluations des universités se font à partir des nombres d'articles produits, à partir de la participation aux activités, de la participation aux activités scientifiques. Depuis 2017, même des fonds que nous avions dans le compte de l'Hirsch à l'université, on a refusé de nous les débloquer. Voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Mais quelle réponse? Nous ne pouvons miser dans cette situation d'austérité que sur la collaboration scientifique, qu'on le veuille ou non, c'est l'extérieur. On se base sur la collaboration scientifique avec les universités que j'ai citées dans mon discours. Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et bon, l'autre espoir, c'est le Farsit. On espère quand même que le fonds du Farsit va augmenter. Ce n'est pas 5 millions qui pourront permettre de faire réellement de la recherche. Et j'en ai fini. Merci, monsieur le directeur. La parole à madame la directrice de la recherche et des relations extérieures de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Merci, professeur. Mesdames et messieurs, chers participants, à vos titres et grades respectifs, je voudrais d'abord féliciter l'Hirsch pour l'organisation de cette manifestation qui est la journée porte ouverte. Cette journée qui aujourd'hui nous a permis de rentrer dans cet institut de recherche en sciences humaines. Cet institut qui, depuis ce matin, on ne cesse de le dire, fait partie des plus anciens instituts de recherche du Niger. Je voudrais aussi porter une mention spéciale à l'équipe organisatrice de cette journée porte ouverte. C'est vraiment un réel plaisir pour moi, en tant que directrice de la recherche et des relations extérieures de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, de participer à cette table ronde dont le thème est intitulé « Financement de la recherche à l'Université Abdou Moumouni ». Alors, ce matin, le vice-recteur, en présentant l'Université Abdou Moumouni, avait parlé de la dynamique que l'équipe rectorale actuelle a de la création de la direction de la recherche et de l'élaboration du plan stratégique de la recherche et de son plan opérationnel. Tout ça, c'est pour dire que, en fait, la recherche, c'est pour faire la répétition par rapport à tous ceux qui l'ont dit, fait partie en fait des priorités pour l'université Abdou Moumouni de Niamey. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment pensé à créer cette direction qui va s'occuper que de la recherche. Alors, permettez-moi, chers participants, de vous dire d'abord les structures dans lesquelles au niveau de l'université Abdou Moumouni s'effectue la recherche. En fait, cette recherche s'effectue au niveau des laboratoires. Ces laboratoires qui sont logés dans nos 3 écoles doctorales créées à partir de 2013. La recherche s'effectue également au niveau des instituts de recherche. Nous en avons 3 à l'université de Niamey. Il y a l'Hirsch, qui est l'Institut de recherche en sciences humaines. Il y a l'IRI et l'IREM. Donc, et également au niveau de l'ENES aussi. Donc la recherche s'effectue au niveau de ces structures et la recherche s'articule autour des questions et problématiques actuelles du Niger. Donc nos recherches que nous effectuons au niveau de l'université touchent les thématiques qui sont prioritaires pour le développement du Niger. Alors, je reviens un peu sur les laboratoires. Nous en avons 31 laboratoires au niveau de l'université. Je vous ai dit que ce sont des démembrements des écoles doctorales. Pour parler du financement de la recherche en tant que tel, nous sommes dans un contexte financier qui est connu par tous,
un contexte qui fait que, au niveau de l'université aujourd'hui, c'est vrai, la recherche prend un coup. Ce matin, monsieur le ministre l'a dit, même au niveau du ministère, c'est 10% du budget qui est alloué à la recherche. Vous conviendrez avec moi que 10%, c'est vraiment, on ne peut pas dire insignifiant, mais c'est très peu pour la recherche, sachant que la recherche permet, on ne peut pas prétendre à un développement socio-économique si on met la recherche de côté. Donc, on est dans ce contexte financier qui, aujourd'hui, bloque beaucoup de subventions. Monsieur le directeur l'a dit tout à l'heure, au niveau de l'IRCH, depuis 2017, ils n'ont pratiquement reçu aucun franc par rapport à la subvention que l'université octroyait pour les instituts de recherche. Mais c'est cette situation économique qui est là, parce que l'université, le budget de l'université a pris un coup, vous le savez. Donc ce budget a été diminué. Ce budget ne permet pas à l'université de fonctionner comme elle veut. Donc ça fait que certaines subventions sont souvent retardées ou ne sont pas versées. Mais c'est vraiment une question qui tient à cœur à l'université. Donc nous sommes dans la raréfaction des ressources, donc c'est ça qui fait que... Mais l'université Abdou Moumouni fournit des efforts malgré que la subvention de l'État, le budget de l'université a été revu, a été diminué. L'université fournit des efforts pour que ce volet recherche ne soit pas mis en léthargie. Donc l'université fait des plaidoyers au niveau des autorités nationales et au niveau des partenaires du Niger pour que le financement de la recherche soit pris en compte. Donc l'université, dans ses efforts, établit des accords cadres avec des partenaires. Vous avez cité, monsieur le directeur de l'IRCH tout à l'heure, l'ambassade de France, l'IRD, etc. Ce sont des partenaires avec lesquels l'université a signé des accords. Donc des accords à travers lesquels les structures, les instituts, les chercheurs de l'université arrivent à avoir des financements sur des projets de recherche. Donc tout ça, en fait, ce sont des efforts que l'université fait. Donc l'université veille aussi, nous sommes dans une dynamique de diffusion d'appels à projets, de voir des opportunités de financement de projets pour pouvoir aider les chercheurs à pouvoir effectuer leurs recherches parce que c'est important. Mais il faut dire aussi que quand même l'université fournit l'effort. C'est vrai, on va me dire que c'est un droit de l'enseignant ou du chercheur parce que quand même chaque chercheur, chaque enseignant-chercheur a une prime de recherche qui lui permet, je sais que ça va être peut-être critiqué, mais quand même chaque chercheur, chaque enseignant-chercheur a droit à une prime de recherche trimestrielle à travers laquelle on essaie d'effectuer sa recherche. Donc l'université fait des efforts également pour permettre la mobilité des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Donc vous avez des frais de mobilité au niveau frais de mobilité annuels. On va me dire toujours que c'est très peu, mais c'est quand même des efforts que l'université fait pour pouvoir aider, parce qu'il faut le dire et le rappeler, nous sommes dans un contexte financier qui fait que l'université n'arrive pas à assurer sa souveraineté, parce que c'est une souveraineté, le fait de financer la recherche. Et voilà, donc il y a aussi des voyages d'études, tout ça c'est permettre la mobilité des chercheurs et enseignants-chercheurs. Donc il y a des frais de mobilité que l'université octroie aux enseignants-chercheurs et chercheurs. Parce que c'est grâce à ces petits financements que les chercheurs continuent à survivre.
Oui, à survivre, à publier, à pouvoir. Parce qu'on le voit, la preuve, c'est que nous avons des publications quand même que nos chercheurs effectuent, des publications sur les bases desquelles nos chercheurs sont évalués par les pairs, parce que chaque année, nous avons quand même des passages au grade au niveau du CAMES. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas un vide. C'est vrai, ça reste, mais voilà. Et l'université est aussi dans une dynamique, je disais tout à l'heure, de diffusion d'appels à projets. Parce qu'il faut dire aussi que très souvent, nous avons la possibilité de postuler à des projets de recherche. Parce que je disais tout à l'heure que l'université a signé des accords de partenariat, de conventions avec des PTF. C'est pour que nos chercheurs puissent postuler à des projets de recherche pour pouvoir avoir le financement. Parce que l'État seul ne peut pas tout faire. L'université n'a pas les moyens de tout assurer. Donc il faut que nos chercheurs soient aussi dynamiques dans le sens de postuler à des projets de recherche et pouvoir réaliser leur recherche. Voilà, je vous remercie. Il m'a été demandé de faire un exposé sur l'évolution de la recherche en sciences humaines au Niger. C'est ce qui m'a été demandé. Donc je ne parlerai pas beaucoup de financement, mais c'est au moins donner une idée de quand ça a commencé et où est-ce qu'on en est. Alors le début de la recherche en sciences humaines au Niger remonte aux années 40 avec la création de la base IFAN, Institut africain, ou français d'abord et puis africain d'Afrique noire, IFAN. Donc une base IFAN Niger avait été créée très tôt, pendant la période coloniale. Et à l'indépendance du pays en 1960, les nouveaux dirigeants du pays avaient très tôt marqué leur intérêt pour la recherche. C'est ainsi que du 5 au 8 mai 1960, à l'initiative du président Diori, s'est tenu ici même à Niamey un colloque international sur la coordination de la recherche en sciences humaines. Alors, ce colloque avait regroupé des représentants des instituts de recherche des pays africains voisins, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, Haute-Volta, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, et des chercheurs d'institutions de recherche français, le CNRS, l'école pratique et puis le musée de l'homme. Et au cours de la séance d'ouverture, les officiels avaient donc exprimé clairement leur intérêt. Je vais citer juste un extrait du ministre de l'Éducation de l'époque et du président de l'Assemblée, qui était le président Boubou et qui était le président de Sciences. Alors le ministre de l'Éducation disait ceci: « Aucun planificateur de nos jours n'oserait présenter un programme qui ne tiendrait pas compte des facteurs humains, au même titre sinon que plus que des facteurs purement géographiques et climatiques. » C'est-à-dire que toute question de développement repose forcément sur une bonne connaissance du milieu humain. Et le président de l'Assemblée renchérit en disant que les hommes politiques ont besoin d'éléments de recherche pour éclairer leur politique, et il faut donc pouvoir mettre à leur disposition à la fois des analyses à la base, ethnie par ethnie, État par État, mais aussi des synthèses d'ensemble sur de vastes ensembles. Donc voilà un peu, ils donnent eux-mêmes ce qu'ils attendent, ce qui est attendu. Et au bout de 3 jours, un certain nombre de recommandations avaient été faites par ces participants. Première, c'est de coordonner les activités, les méthodes et les moyens de recherche. Ils ont défini aussi des thématiques prioritaires telles que les problèmes culturels, les migrations, les études urbaines, les recueils de traditions historiques, l'archéologie, la préhistoire, le statut des femmes, les structures agraires, le commerce, etc. Ils ont aussi recommandé fortement la création de musées, de centres nationaux de recherche dotés de revues scientifiques et la mise en place de commissions de sites naturels et monuments historiques chargés d'établir une législation sur la sortie des objets préhistoriques et archéologiques. Donc, en application de ces recommandations, l'État du Niger avait créé en 1964 le Centre national de recherche en sciences humaines,
qui prend en fait la place de l'IFAN Niger. C'est le même institut-là qui nous abrite en ce moment. Mais bon, à l'époque, jusqu'en 70, en fait, il n'était nigérien que de nom, parce que le directeur scientifique de cette nouvelle institution, de 1958 jusqu'à 1970, c'était le français Jean Rouche, qui était maître de recherche, directeur scientifique de Saint-Louis. Il était assisté d'une secrétaire et je crois d'une attachée de recherche. Alors le travail de recherche même, du temps de l'IFAN Niger, ce travail était assuré essentiellement par des chercheurs français qui étaient d'ailleurs pour la plupart en début de carrière. Donc dans la démarche, il n'y avait pas de programme de recherche commun, il n'y avait pas d'équipe de recherche. Chaque chercheur traitait une thématique précise, objet très souvent de sa thèse, et évoluait dans un espace déterminé. Et la discipline qui était privilégiée, c'était l'ethnologie, qui est devenue par la suite sociologie et autres, et un peu l'archéologie. C'est ainsi que, par exemple, le couple Bernus s'était occupé de l'Aïr avec François Paris en ce qui concerne l'archéologie, Nicole Échard dans l'Adar, Marc-Henri Piot dans l'Arewa, Jean Rouche lui-même du monde Songoï, Claude Reynaud et Guy Nicolas dans le Katsina Gobir et Marguerite Lecoeur dans le Kawar. Voilà un peu comment les premiers pas de la recherche scientifique. Et c'était des recherches vraiment qui portaient plus sur l'étude des populations, des ethnies, que toute autre chose, avec un début de recherche archéologique. Donc essentiellement ethnologie, archéologie, qui couvrait d'ailleurs le territoire partiellement. Parce que par exemple la région de Dosso, la région de Zender et la région de Difa, il n'y avait pas du tout d'études. C'était vraiment une couverture partielle. Nous sommes donc loin des recommandations, puisque c'est une étude de recherche parcellisée, individuelle, sans équipe de recherche, et nous sommes très loin des recommandations du colloque de Niamey qui prenait plutôt une approche pluridisciplinaire portant sur de vastes ensembles avec mutualisation des moyens et des méthodes de recherche. Alors, dans le cadre maintenant du CNRS, c'est-à-dire le Centre nigérien de recherche en sciences humaines, à partir de 1964, alors la recherche continue dans la même lancée. C'est toujours une recherche parcellisée, individuelle. La plupart des chercheurs étaient toujours des Français. Le premier Nigérien chercheur qui a commencé à exercer, c'était Jules Delaya. Le premier Nigérien chercheur et aussi le premier Nigérien directeur du centre à partir de 1970. Bon, ensuite, le nombre de chercheurs s'est accru avec soit sur le recrutement direct, je crois qu'il y avait un sociologue, c'était Michel Keta, un linguiste, et puis ensuite il y a eu l'archéologie avec Boubé Gado qui a été détaché du lycée, et puis il y avait aussi par la suite, quand l'Institut va être, le CNRS va être intégré à l'université à partir de 1974, donc cessant de porter le nom de CNRH, pour être un institut de recherche en sciences humaines, qui partage la recherche en sciences humaines avec certains départements, la fac des lettres et de l'ENS. Alors, progressivement, le nombre de chercheurs augmente, mais ce nombre n'a jamais dépassé la quinzaine. C'est-à-dire que cette année, il y a 16 chercheurs et la plupart des départements étaient avec un chercheur. Et pendant cette période, c'était la même approche de la recherche parcellaire. Si je prends le cas de l'histoire qui est ma discipline, les premiers chercheurs, c'était Salifou André, qui a fait une thèse sur le Damagaram, Djibo Amani sur l'Ader, Karimoun Mahaman sur l'Arewa, Boubé Gado et Kimba Idrissa sur le Zarmataray. Moi-même, plus tard, j'ai fait œuvre de pionnier dans le sud-est nigérien, il n'y avait pas de recherche. Et puis, bon, dans le domaine de la géographie, il y avait le professeur Sidikou, au ouest du Niger, et la ville de Niamey, et Agadez et sa région avec Aboubakar Adamou. Petit à petit, maintenant, avec la génération des jeunes étudiants, donc on a commencé à couvrir le territoire. En matière de financement, je voudrais quand même illustrer que cette approche parcellaire s'explique parce que la plupart des gens étaient en début de carrière, ils étaient en train de préparer leur thèse et ils n'avaient pas de moyens conséquents. Donc ce qui m'amène à aborder un peu, donner une idée de cette question du financement de la recherche qui a été déjà évoquée par mes prédécesseurs. Mais juste un exemple. Par exemple, les 3 instituts de recherche de l'UAM,
l'IRCH, l'IREM et l'IRI, dans l'enveloppe financière dévolue à l'université, n'avaient que 13% de l'enveloppe. Ainsi, par exemple, sur une somme de 200 millions de francs CFA accordée à l'université, les 3 instituts avaient en tout 26 millions. Même pas le montant accordé à la faculté des lettres, qui a 28 millions, la faculté des sciences, 36 millions. Donc, toutes les facultés et les l'ENS réunis disposaient de 174 millions sur les 200 millions. C'est pour vous donner une idée. La marge, c'est-à-dire, c'est vraiment des montants dérisoires. Et d'ailleurs, il y a même des années, comme le directeur l'a dit, où on est à 0 francs de recherche. Donc, la recherche était mal notie, c'était le parent pauvre, c'était aussi inorganisé. C'est vrai qu'il y a une politique en matière d'enseignement supérieur et de recherche qui est parue en 1983, mais il est très peu fait référence à cette politique. Chacun évoluait un peu selon ses matériaux. Donc, très peu financé, parcellisé, individualisé. Et les résultats aussi étaient très mal vulgarisés. Au départ, à l'université, il n'y avait que 2 revues, les Annales et le Moukarassani. Bon, par la suite, il y a eu la fac des lettres qui a créé les études sahéliennes, l'ENS aussi, et je crois la FCEJ avec la revue de droit et sciences économiques. Et cette recherche est restée longtemps une recherche plus fondamentale qu'appliquée et tenant insuffisamment compte des besoins de développement. Voilà un peu la situation depuis donc, le début 1944 jusqu'aux dernières années. Alors cela, évidemment, a attiré l'attention des gens et ces dernières années, surtout au début des années 2000, on a commencé un peu à réfléchir sur une recherche au service du développement. Alors, sur le plan national, des mesures ont été prises dans ce sens. C'est ainsi qu'on a connu une augmentation sensible du budget de l'IAM qui est passé à 5 milliards en 2008, soit une augmentation de 200%. Il y a eu aussi une augmentation du nombre des universités, mais je crois qu'aujourd'hui, on veut revoir à la baisse aussi, donc je ne sais pas ce qui se passe. Il y a aussi la création du CNRST, dont la directrice est à côté, notre collègue Mme Sidikou. Tout cela, c'est dans le sens donc vraiment de chercher plus d'efficacité, lier la recherche avec les questions du développement. Ça, c'est sur le plan national. Au niveau de l'UAM, en 2012, on a mis en place un conseil scientifique chargé d'assurer la bonne marche scientifique de l'institution, organe qui n'a jamais existé depuis la création et qui est quand même un organe fondamental. En 2013, tenu des premières assises de la recherche scientifique et technologique de l'UAM, où on a élaboré un plan stratégique de la recherche scientifique défini autour de 4 axes de recherche: l'économie, la société, la santé, l'environnement et les ressources naturelles. Et il y a aussi élaboration d'un répertoire de thématiques de recherche et de production scientifique de l'UAM et une régularisation de l'apparition des annales de l'université avec son indexation et mise en place d'une cellule d'appui à la technologie et à l'innovation CATI. Tout ça, ce sont des mesures donc, dans le sens un peu de booster la recherche et de le mettre en rapport avec les questions de développement. La recherche donc mesure au niveau de l'UAM le financement. Donc en application de ce que je viens de dire, à partir de 2007, on a affecté 25% du budget, soit à l'époque près de 500 millions, et 107 millions du côté du Farsit. Et cela, quand même, il faut le reconnaître, a eu des résultats, parce qu'entre 2007 et 2011, accord pour le financement de 145 programmes de recherche. Entre 2012 et 2013, programme de recherche avec 16 habilitations à diriger de recherche et doctorat, 33 voyages d'études dans des institutions externes, tout ça donc dans le cadre de ce financement. En 2008-2014, on dénotait en tout 801 publications scientifiques, 72 publications scientifiques par an. Il y a quand même, les choses bougent un peu. Mise en place aussi d'écoles doctorales, de laboratoires, comme vient de le dire notre collègue, afin de promouvoir la recherche de groupe et la multiplication des équipes de recherche. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, au Niger, la recherche en sciences humaines a longtemps privilégié l'approche individuelle, ne rentrant pas forcément dans le cadre du programme de recherche institutionnel arrêté. C'est tout le calvaire qu'on a eu ici. On n'a jamais pu démarrer un programme commun à tous les départements scientifiques. Non pas qu'on n'y a pas pensé, mais on n'a pas eu les moyens.
Je crois que le directeur peut donner plus d'informations sur le dernier programme qui est en souffrance, qui est passé au conseil scientifique, qu'il a accepté, mais qui n'a jamais été financé. Cette recherche elle est plus fondamentale qu'appliquée et ne tient pas impérativement compte des besoins immédiats en matière de développement, comme je viens de dire. Actuellement, des efforts certains ont été déployés pour la rendre plus efficace. Voilà un peu très rapidement l'évolution de la recherche en sciences humaines au Niger. Merci, professeur. Merci professeur, et merci à tous les intervenants. Vraiment, c'est très très riche, clair et pertinent. Donc à présent, on donne la parole aux participants. Et donc on demande aussi également aux participants d'être clairs, précis sur les questions. Bonjour l'assistance. Merci monsieur le modérateur. Avant de poser ma question, je voudrais d'abord féliciter l'IRCH de l'organisation de cette journée porte ouverte et également l'ensemble des intervenants sur cette table de leur brillante intervention. Moi, j'ai voulu poser juste la question, et particulièrement au pays. Quand je dis au pays, je veux dire que selon donc peut-être les intérêts, mais particulièrement au ministère de l'enseignement supérieur et à l'IRD, qui est quand même un autre pays, même s'il est sur notre sol. J'ai entendu toutes les interventions. Ma question, c'est de savoir, au niveau de la recherche et du financement, c'est-à-dire que l'attention qu'on porte aux recherches primaires, je veux dire que, par exemple, les étudiants, que ce soit dans les universités ou dans les instituts, parce qu'il y a quand même beaucoup de mémoires qui tendent vers des recherches, et que s'ils avaient des financements, allaient donner plus de résultats que ceux qu'on a. Et les indépendants, parce que nous avons des associations des inventeurs innovateurs, et nous avons des gens qui ne sont pas dans le circuit formel, que ce soit dans les universités ou bien dans les services, mais qui produisent de la recherche et qui, si ils étaient épaulés, les recherches-là allaient donner plus de résultats que ceux que nous avons l'habitude de voir. Merci Ayama. Alors, professeur Alpha, Ibrahim Alpha. Je voudrais savoir si les autres départements ministériels qui ont, je crois, une ligne de crédit, recherche et documentation, à quoi ça sert et comment est-ce que c'est utilisé? Je crois qu'il faut remercier les intervenants qui nous ont édifiés sur la table ronde, le panel intitulé financement, mais on nous a fait quand même un état des lieux quand même de la recherche. Sinon, moi, je m'attendais à ce que la rencontre soit centralisée sur la question suivante. Pourquoi les pouvoirs publics n'accordent pas une priorité à la recherche et pourquoi donc la recherche n'est pas financée? Et quelle stratégie J'ai quelques propositions, peut-être que c'est après qu'il faut l'aborder. D'accord. Merci. Merci, professeur. Monsieur Ali. Merci, monsieur le facilitateur. Merci au présentateur. Je voudrais vraiment remercier très sincèrement Alice pour cette porte ouverte et justement ce panel-là auquel nous assistons. Je veux faire un petit témoignage et poser ma question. En fait, à travers de ce témoignage, certainement la question va ressortir. En 2000, je me suis retrouvé à Accra pour une formation en matière de prévention et gestion des conflits. Et dans nos recherches, en 2000, je dis bien, le professeur, quand on a présenté nos recherches, le professeur nous dit, Ali, il y a quelque chose qui va se passer dans votre pays, à l'est et à l'ouest. En 2000, je dis bien, j'ai essayé d'échanger avec lui
il m'a un peu expliqué, je le garde pour moi-même. Et depuis lors, je cherchais à savoir comment, justement, ce monsieur, ils ont pu prévoir ces différents événements aujourd'hui qui nous arrivent. Je parle du phénomène de Boko Haram dans la région de Difa et à l'ouest, la situation que nous sommes en train de vivre. Et à travers les différents exposés, je me suis rendu compte effectivement que tant qu'il n'y a pas de financement, il est difficile de faire de la recherche. Et c'est ça ma question, justement, parce que je me dis, pourquoi nous n'avons pas su prévoir tous ces événements-là? Parce qu'eux, ils ont prévu ça. Mais nous, on n'a pas vu venir cette situation-là. Entre parenthèses, j'étais ancien vice-président de l'ANDDH, c'est à ce titre que Donc c'est pour vous dire que, effectivement, la recherche, elle est fondamentale pour l'existence même d'un État. Et c'est pourquoi, d'abord, je vous félicite pour ce que vous avez fait. Et je repose la question, savoir est-ce que nos chercheurs n'ont pas vu ces événements venir. Assalamu alaikum. Merci. Alors, Monsieur Sylvain. On continue donc dans la série. Merci beaucoup, professeur Seni. Je m'associe bien entendu à l'ensemble des félicitations qui ont été données sur l'organisation, à la fois de la présentation de ce matin, de la visite également, et puis de la table ronde actuellement. Alors, je m'excuse, ce n'est pas une question, c'est plus une information sous forme d'opportunité, mais qui va dans le sens de la collaboration scientifique pour capter des financements internationaux. C'est un enjeu en fait pour tous les chercheurs, évidemment. Et peut-être juste une information, le représentant de l'IRD a très justement parlé des bourses RISE, qui sont une opportunité. Il y en a une autre qui est justement dans le cadre du dialogue qui existe entre l'Union africaine et l'Union européenne sur les financements des programmes de recherche de type Horizon Europe. Des opportunités parce qu'il s'agit en fait, il y a déjà eu d'ailleurs des équipes nigériennes qui ont déposé avec des équipes européennes sur des projets qui sont pas forcément d'ailleurs qui n'ont pas forcément été prises parce que la compétition est internationale et donc elle est rude. Mais je souhaite souligner que en fait il y a une vraie importance de structurer des consortiums internationaux. Hein. Et peut-être vous dire aussi que nous, à l'ambassade, on s'associe pour essayer de soutenir nos collègues nigériens pour porter justement des candidatures et permettre des échanges et des mobilités pour structurer ces consortiums. Et afin de répondre derrière sur des programmes de recherche, parce qu'en fait, les financements, pour parler peut-être juste de la recherche française, ils sont sur programme. On a eu, nous en France, il y a déjà une vingtaine d'années, la même diminution dans l'ensemble des laboratoires de recherche, qui aujourd'hui, les dotations de l'État sont que sur le fonctionnement. Et vraiment, parfois, ça ne te permet même pas d'acheter un ordinateur portable, vous voyez, enfin et en fait, ça veut dire que derrière, tous les chercheurs font la course au projet, font la course aux programmes de recherche, alors évidemment nationaux, régionaux, et européens et internationaux. Voilà, c'était peut-être juste pour apporter ce témoignage en disant qu'il y a une opportunité aussi sur des financements européens et africains qui s'associent sur une recherche ancrée ici en Afrique subsaharienne avec des fenêtres spécifiques et notamment sur les sciences humaines et les sciences sociales parce qu'elles sont peu représentées dans l'ensemble des programmes qui sont élus dans les financements et que j'y vois moi une opportunité souvent faute, bon, il y a tout un tas de raisons hein, et donc en fait il y a une opportunité aussi de se saisir à la fois de cette thématique pour porter des propositions de programmes de recherche. Voilà, merci. Merci. Alors donc, Monsieur Gabida. Je voulais juste parler par rapport surtout à ce que la directrice de la recherche avait dit tout à l'heure. Je dis comme on dit, il y a un dicton qui dit c'est pas chercher qui est problème, mais comment chercher.
Est-ce que, même si c'est vrai, on dit souvent imiter, donc n'est pas toujours bon, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi, madame, aller vers ce qui se fait ailleurs par rapport à la recherche? Je sais qu'il y a des pays où, par rapport aux grands travaux, par rapport à toutes ces entreprises-là qui viennent prendre des marchés, on impose un certain pourcentage qui va dans la recherche. Est-ce que nous, on ne peut pas aller dans ce sens pour ne pas laisser tout à l'État, justement? Moi, je pense que ça a été fait dans certains pays, je le sais. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de gens qui viennent prendre de l'argent ici, des milliards même si c'est 1% qu'on prévoit pour la recherche, je ne sais pas. Il y a une assemblée, moi je pense que l'État doit aussi voir toutes ces possibilités de recherche d'argent. Ça a été fait ailleurs, ça peut aussi être fait au Niger. Moi je pense qu'il faut aussi qu'on exploite cette opportunité, parce que c'est une opportunité qui est là. Voilà, madame la directrice, ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors donc, pour la suite, monsieur Diko. Salam alaikum. Donc ça c'est vous, hein, vous notez la recommandation. Moi je cadre. Voilà, je voudrais m'exprimer dans le cadre de quotas de recherche. Par exemple, j'ai remarqué dans certains pays, par exemple pour les universités publiques, vous avez 10% des recherches, par exemple pour les étudiants, ils doivent faire leurs recherches sur les manuscrits. Et vous avez aussi 5% sur les universités privées qui doivent faire leurs recherches sur les manuscrits. Donc, je voudrais poser la question ici. Qu'est-ce que l'IRCH ou bien l'université Abdou Moumouni a fait dans ce cadre-là pour la politique de mobilisation des chercheurs, des jeunes chercheurs sur les manuscrits? D'accord. Merci. Merci. Alors, la suite, M. Diadje. Bonjour à tout le monde et bonjour aux panélistes qui ont exposé depuis ce matin par rapport au financement de la recherche. Quant à moi, je suis archiviste, documentaliste et bibliothécaire. Donc, je suis un peu en contact avec les chercheurs parce que les centres d'information documentaire, les bibliothèques, ce sont des endroits que fréquentent généralement les chercheurs. Il se trouve que chez nous au Niger, la plupart des publications, des œuvres qui sont écrites par nos chercheurs, souvent ne sont pas capitalisées. Je veux dire qu'il y a des centres de documentation qui manquent de certaines œuvres qui sont vraiment importantes pour les chercheurs, pour la recherche. Et il y a aussi des sites. Nous n'avons pas assez de sites où les étudiants ou les chercheurs peuvent aller télécharger directement des articles. Moi, je travaille sur une bibliothèque numérique et sur l'agriculture et le développement rural au Niger. Et je vois certaines publications faites par des chercheurs de l'université sur d'autres sites qui ne sont pas nigériens. Donc, je trouve que vraiment, nos ressources, nous devons les capitaliser de manière locale, de manière nationale. Nos chercheurs doivent d'abord mettre à la disposition de nos étudiants, de nos fonctionnaires, leur recherche. Je pense qu'aller sur des sites internationaux, c'est bon, mais localement, il serait bien que nous accédions d'abord aux ressources faites par nos chercheurs. Merci bien, monsieur le vice-recteur. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Et merci de m'avoir donné la parole aussi en dernière position parce que effectivement, je voudrais écouter et écouter bien. Donc, je profite en tout cas une fois encore pour féliciter l'IRCH pour cette initiative-là qui a permis au monde de la recherche de se retrouver autour d'une table et de débattre une fois encore de la question. L'université Abdou Moumouni a été interpellée. La directrice de la recherche a bien répondu.
Et certainement, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, les raisons sont liées effectivement à une pénurie, en tout cas une limitation au niveau des ressources financières, parce que lorsque vous avez un budget qui ne couvre même pas les salaires de vos agents, des enseignants-chercheurs et des chercheurs, c'est une réalité connue par tous. À un certain moment, le budget de l'université ne couvrait même pas les salaires des agents. Et donc, dans une telle situation, on ne peut pas parler de fonds par rapport à la recherche. Et malheureusement, et c'est très malheureux, on l'a toujours décrié, la même chose que le directeur de l'IRCH a fait en direction de l'université, c'est sûr que ses agents le faisaient en sa direction. Pour dire, monsieur le directeur, nous avons eu 0 franc. Et lui, il dit aujourd'hui qu'il a eu 0 franc. Et moi, je regarde du côté du ministère pour dire au ministère que j'ai eu 0 franc. Et le ministre l'a dit ce matin, il regardera du côté du gouvernement pour dire qu'il a eu 0 franc. Malheureusement, c'est la situation de la recherche ici, mais on ne va pas s'arrêter en cours de chemin. Voilà pourquoi l'université Abdou Moumouni a initié une certaine dynamique. On a dit le problème par rapport au budget, par rapport aux autorités, on change d'approche, on change de stratégie. Voilà pourquoi on a initié les réflexions stratégiques par rapport à la recherche. Voilà pourquoi on a eu à demander en tout cas des ressources additionnelles. On sait que ce n'est pas venu. Voilà pourquoi on a essayé aussi d'influencer au niveau de l'État, notamment en faisant des réflexions stratégiques et en déterminant des thématiques et en contribuant, comme la direction de la recherche l'a dit, à essayer de mieux réorganiser le secteur. On est arrivé jusqu'à même développer une politique nationale en matière de recherche qui était arrêtée à un certain niveau. On a constaté que la recherche n'est pas écoutée. On a proposé une structuration avec un conseil national qui intègre tous les acteurs. Ça n'a pas eu lieu. Mais on ne va pas s'arrêter en cours de chemin. Ce n'est pas quelque chose qui est juste propre au Niger. C'est propre à toute l'Afrique. On demandait aux pays africains juste une contribution de 1% pour la recherche, mais pratiquement, il n'y a aucun pays qui a rempli cette conditionnalité. C'est connu de tous, la recherche est fondamentale. Il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé sans recherche. Voilà pourquoi nous allons continuer en tout cas à fournir de l'effort. À un certain moment, les gens se l'ont dit, l'université Abdou Moumouni a eu à défalquer 25% de son budget pour soutenir, en tout cas après les dépenses incompressibles, pour soutenir le secteur de la recherche. Mais je vous ai dit, au moment où on est arrivé, monsieur le recteur veut bien le dire, quand on a 25% dans 0 franc, ça revient à 0 franc. Malheureusement, c'est cette situation et je pense que ce matin, j'ai interpellé en tout cas monsieur le ministre et je ne suis pas allé par la voie de la politesse qu'il faut pour lui dire il faut qu'il y ait une ligne dans le budget. Le budget dédié aux universités publiques ne concerne que l'enseignement, que les salaires, il n'y a rien au niveau de la recherche. L'autre aspect qu'on est en train de faire, et ça, la question que le professeur Gado a soulevée, pourquoi les politiques ne prioritisent pas la recherche? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons. J'ai dit, nous sommes en Afrique, il y a tellement de problèmes que les gens ont la vie brouillée. Ils ne différencient pas de ce qui est l'essentiel, en tout cas dans tout ce lot-là, et ils tombent sur les priorités à l'immédiat. Donc, je ne justifie pas, mais il faut qu'on trouve, en tout cas au niveau des États, au plus haut niveau, un mécanisme pour accompagner la recherche. L'autre question aussi qu'il faut se poser, nous sommes entre nous chercheurs. Pourquoi nous ne mobilisons pas suffisamment de ressources? Parce que quand j'ai entendu monsieur le directeur parler de 33 millions comme fonds disponibles en termes de mobilisation, il y a énormément de choses à faire. 33 millions dans une communauté
Et ce n'est pas seulement ici, vous avez 33 millions, il y a d'autres qui n'en ont même pas. Ça veut dire qu'il y a un travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. Et ce travail-là, nous, ce qu'on a fait par rapport à ça, c'est le renforcement des capacités des enseignants-chercheurs. Parce qu'on a dit le climat est aride et même dans le désert, il y a en tout cas des gens qui arrivent à vivre, il y a des espèces qui arrivent à s'adapter. Donc pourquoi ne pas créer les conditions d'adaptation et de mobilisation de ressources, puisqu'il y a énormément de ressources qui existent au plan international. Et voilà pourquoi on est allé au renforcement des capacités. Comment écrire des projets, comment identifier des projets, comment compétir au plan international. Je ne nous dédouane pas, je ne dédouane pas les autorités, mais on a aussi une responsabilité, en tout cas, à renforcer nos capacités pour être au plan de la compétition internationale. Je reconnais ce qui s'est fait, mais on peut faire mieux, parce que je suis certain, si on rentre dans ce cadre-là, il y a des projets de l'ordre de 10 millions d'euros, par exemple des projets Horizon 2020, de l'ordre de 10 millions d'euros. Et si une institution comme Hirsch en fait partie, en tout cas avec les collaborations qu'on développe, les partenariats qu'on développe, je pense qu'on peut mobiliser beaucoup plus. Donc, prenons acte qu'il y a des difficultés, mais essayons également de nous muscler pour que nous puissions exister à l'international, pour que nous puissions mobiliser. Et sur ce plan-là, en tout cas, l'Université Abdou Moumouni a été toujours disponible pour accompagner les partenariats, pour accompagner les collaborations et pour créer les conditions, en tout cas, de mobilisation de beaucoup plus de ressources. Nous irons vers les autorités, nous allons continuer à faire le plaidoyer. Je ne suis pas certain que ça va donner, en tout cas, ça va tomber, mais nous ferons le nécessaire. Mais ce qui nous incombe, on le fera et je suis convaincu que les chercheurs, en tout cas, vont mettre l'effort aussi pour que ça ne sera plus 33 millions pour un institut de ce genre-là, pour que nous nous trouvions autour de 1 milliard, 2 milliards de mobilisation par an. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Le vice-recteur. Merci bien. Donc, bon, les questions sont transversales. Hein, donc, je pense que on va donner 1 minute à chaque intervenant de dire un mot par rapport aux questions qui ont été posées. Je commence par professeur Guillaume. La question qui me concernait, c'était pour l'accompagnement des étudiants. Évidemment, les étudiants sont impliqués dans tous les projets de recherche et un financement et un dédommagement est prévu dès le niveau master dans tous les projets de recherche sur lesquels nous sommes en partenariat. C'est un dédommagement, hein, ce n'est pas un salaire, hein, mais c'est ce qui permet de pouvoir mener le diplôme jusqu'à la soutenance. Alors la question à savoir pourquoi nos universités publiques ne vont pas vers les entreprises pour chercher de partenariat. Bon, c'est vrai, je n'ai pas quand même exposé les conventions et les partenariats, les accords que l'université Abdou Moumouni a par exemple avec que ce soit des partenaires nationaux ou internationaux, mais nous avons quand même quelques conventions avec des institutions nationales et internationales et qui très souvent appuient l'université dans certains projets de recherche. Et dès qu'il y a un projet de recherche, très souvent vous avez aussi des mémoires qui sont réalisées, des mémoires de master ou de thèse de doctorat qui sont soutenues. Mais sinon, quand même, c'est vrai, il faut de plus en plus parce que nous avons quand même des entreprises qui ont besoin des résultats de la recherche et il faut aller vers ces entreprises et signer des partenariats, aider les étudiants qui ont des projets de recherche dans le sens pour qu'ils puissent soutenir leur mémoire parce que, voilà, c'est important. Et par rapport à la diffusion de la recherche, je pense, parce qu'il y avait une question à savoir pourquoi il n'y a pas on ne voit pas la visibilité en fait des résultats de la recherche de nos chercheurs
et des universités publiques. Ça, c'est une réalité. Il faut aller sur des sites internationaux pour voir un article publié ou un ouvrage d'un chercheur. Je pense que, en tout cas au niveau de l'université Abdou Moumouni, c'est des questions que nous avons prises en compte. On a un site qu'il faut mettre à jour. Donc on va continuer la réflexion dans le cadre de la modernisation pour que les articles publiés, les résultats de la recherche soient accessibles à tous. Parce que c'est important, il y a énormément de publications qui sont faites, qui sont restées souvent dans les circuits des rectorats et ou des sites sur lesquels on a publié. Donc il serait quand même bien de mettre ces résultats de la recherche qui vont aider au développement pour que ça soit accessible à tous. Je vais répondre à une première question, celle qui a été portée, c'est de l'accompagnement des inventeurs. Alors, au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, le ministre l'a dit ce matin, il y a un fonds qui est destiné à la recherche, donc qu'on appelle le fonds Farsit. Alors, ce fonds est destiné donc pour les chercheurs, mais aussi pour les inventeurs. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Fonds d'appui à la recherche scientifique et technologique. Technologique fait allusion évidemment aux inventeurs qui peuvent également postuler. Et récemment, dans le cadre de ces fonds, nous avons lancé un appel à projet et nous avons partagé cet appel à projet pour qu'il y ait un maximum de coûts et que chaque équipe de recherche a la possibilité de postuler pour le cas des chercheurs, pour le cas des inventeurs, donc ils peuvent aller donc en inventeur individuel. Donc malheureusement, il y a un seul inventeur qui a postulé et les évaluateurs ont évalué son projet puisque c'est un comité qui est mis en place, un comité qui regroupe plus de 5 ministères et c'est ce comité-là qui travaille pour évaluer les dossiers et malheureusement le dossier a été évalué, c'était mal formulé et il n'a pas pu bénéficier vraiment de financement. Et ça revient un peu à la question que le professeur Rabbani a posée, le renforcement des capacités. Et sur le plan international, évidemment, il y a beaucoup de financements aujourd'hui qui existent. Mais malheureusement, donc, nous n'avons pas de projets qui sont assez solides et qui peuvent compétir sur le plan international pour pouvoir capter des financements. Le fonds est destiné à la recherche au ministère de l'Enseignement supérieur qui est 300 millions pour le fonds Farsit. Et même dans les 300 millions, le ministère des Finances ne libère que cette année 137 millions, donc, où nous avons financé 24, en tout cas appuyé 24 projets de recherche sur le plan national. Ce n'est pas beaucoup, même ce qui est prévu, et malheureusement encore ce qui est libéré est très faible. Alors, il y a une question importante qui a été posée ici, notamment c'est la ligne des crédits dans les autres ministères, ce que nous appelons le ministère sectoriel. Et justement, ça c'est un problème. Les seuls ministère où on va trouver aujourd'hui on cherche les informations sur les indicateurs de la recherche sur le ministère de l'enseignement supérieur. Chaque année, on demande combien d'articles ont été publiés au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Alors que le fonds qui est destiné à la recherche se trouve au niveau de plusieurs ministères, jusqu'à 6 ou 7 ministères. Au niveau de chaque ministère, il y a un fonds qui est destiné à la recherche. Et aucune publication ne résulte donc de ces fonds. Et moi, j'ai été une fois appelé au ministère du Plan pour discuter un peu de la place des recherches dans la planification nationale. Et finalement, ils ont dit que le fonds de la recherche est partout, dans les autres ministères, alors qu'on n'a jamais vu une seule publication dans notre ministère. Il n'y en a pas. Et ils m'ont dit, je leur ai dit, il y a un ministère qui est dédié à la recherche. Le ministère qui est dédié à la recherche, c'est le ministère de l'enseignement supérieur. Et c'est ce seul ministère qui a la charge de la coordination et du pilotage de toutes les activités de recherche au Niger. Pourquoi alors le fonds va se trouver dans les autres ministères? S'il y a un fonds
Et ça doit être un seul fonds de la recherche, et c'est ce ministère qui doit gérer ces fonds de recherche. Et malheureusement, la seule politique de la recherche, parce qu'il travaille avec la politique, c'est la politique de 2003 qui, selon et cette politique-là, elle est caduque et elle n'est même pas prise en compte dans la planification nationale. C'est vraiment là où nous en sommes actuellement. Et je pense que les chercheurs ont l'obligation, en tout cas, de porter leur voix pour que la recherche soit prise en compte, non seulement dans la planification nationale, mais aussi au niveau de la représentation nationale, qui ne savent pas aujourd'hui c'est quoi la recherche. Tu viens à l'Assemblée, tu parles de la recherche, mais ils vont vous dire, mais vous les chercheurs du Niger, qu'est-ce que vous avez inventé? Et ils confondent la recherche avec ce qu'on appelle invention. Et du coup, eux-mêmes, ils ne regardent pas donc, de ce côté de la recherche. Alors, qui doit les éclairer pour qu'ils comprennent concrètement, voilà ce qu'on appelle de la recherche? C'est les chercheurs. Et les chercheurs n'ont pas encore commencé à faire ce travail-là. Et je pense que là, j'interpelle vraiment les chercheurs et pour qu'ils participent eux-mêmes à toutes les activités et pour qu'ils essayent aussi je sais pas, de valoriser les résultats de la recherche eux-mêmes. Il faut qu'ils parlent. Voilà ce que nous avons fait. Voilà, il y a beaucoup de voies de communication aujourd'hui, rien que les réseaux sociaux les font. Mais on fait de la recherche, mais la recherche, tout ce que nous faisons reste dans les tiroirs. Et ça, c'est vraiment un problème. Et je pense que vraiment c'est ce que je peux ajouter par rapport aux questions qui nous ont été posées. Merci. Par rapport au Farsit, je voulais ajouter, alors j'ai noté à l'intervention de monsieur le directeur de l'IRCH, cette année on n'avait financé que 5 millions. En fait, ce n'est pas 5 millions qui vous est accordé. Pour l'année, vous avez 15 millions. Mais le premier décaissement, c'est 5 millions. C'est le décaissement des 5 millions qui vont se faire. Parce qu'il va y avoir de suivi et une fois que vous aurez justifié les 5 millions, on vous reconduit. C'est-à-dire que maintenant, vous rentrez dans le pipeline. Maintenant, le souhait, c'est que les projets qui sont entrés dans le pipeline, c'est qu'ils puissent faire aboutir à des produits de la recherche. Puisque vous avez vu dans l'appel à candidature, l'appel à proposition de projets de recherche, on a bien dit qu'il faudrait que le projet puisse s'inscrire, n'est-ce pas, dans les grands axes définis par l'État du Niger. Et ces grands axes, ce sont des axes qui contribuent à la résolution des problèmes socio-économiques du Niger. Voilà pourquoi est-ce que la recherche est mal comprise au niveau des populations. Parce que les populations, comme vous l'avez expliqué le directeur de l'innovation, ne comprennent pas qu'on mette tout cet argent dans la recherche et qu'ils ne voient rien concrètement arriver. N'est-ce pas? Concrètement, ça ne résout pas leurs problèmes. Vous allez dans un village, vous leur parlez ici à Yorou, vous leur parlez de la recherche, ils vont vous dire, mais on est en train de se faire tuer, qu'est-ce que vous avez fait pour résoudre ce problème-là? Donc, c'est un peu ça, et on veut entraîner tout le monde dans cette direction. Donc, le Farsit a souffert, comme toute la recherche au Niger, de problèmes de coordination. Tout se résume à un problème de coordination. Et c'est ça qu'il faut qu'impérativement le gouvernement, le ministère, avec le ministère, règle le plus rapidement possible. Et on est à pied d'œuvre, c'est ça qu'on essaie de se battre pour trouver une solution, pour faire en sorte que la recherche soit bien structurée, bien coordonnée. Et c'est pour ça qu'il y a eu déjà la Postini, la PNERS, et on souhaite aussi avoir un autre cadre de coordination de la recherche qui pourra faire en sorte que les chercheurs puissent s'épanouir et que la recherche puisse effectivement contribuer dans le développement socio-économique. Moi, si ça ne dépendait que de moi, on pourrait même se passer des financements un peu épars. On pourrait tous mettre dans un paquet et gérer la recherche dans ce sens-là. En fait, c'est un peu ça l'idée. Mais bon, pour le moment, on n'a que ça comme solution. Merci. Merci, professeur. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je remercie tous les intervenants pour toutes les contributions apportées donc au niveau, donc, au cours de ces échanges. Je dirais ceci. D'abord, la recherche est fondamentale et indispensable, nécessaire et indispensable
vraiment, le mot indispensable est très important. Parce qu'on a beau ignorer la recherche au Niger, nous utilisons les produits de la recherche, malheureusement, venus d'ailleurs. Des produits venus d'ailleurs. Nous avons nos propres résultats de recherche qui ont été obtenus suite à des recherches menées sur la base d'enquêtes pour relever les problèmes du pays, pour relever ce qui va et ce qui ne va pas, pour trouver des solutions, pour apporter des solutions à ce qui ne va pas. Ces solutions ont été trouvées, ont été validées à travers des publications, parce qu'aucune publication ne sort sans que la recherche soit validée. C'est pas une finalité, c'est pas une fin. Mais maintenant, l'étape suivante, c'est quoi? C'est mettre en application, valoriser les résultats, ces résultats obtenus à partir qui répondent à nos propres besoins. Plutôt que, prenons l'exemple de l'agriculture, nous avons nos propres problèmes qui nuisent à l'agriculture. Qu'est-ce qui nous empêche d'utiliser les résultats de recherche agricole plutôt que de nous contenter toujours de consommer les produits finis venus d'ailleurs? On peut booster notre recherche, nos rendements agricoles, rien qu'avec nos propres résultats de recherche. Pour que ces députés soient imprégnés du mot recherche, de la notion de recherche scientifique et de l'importance de cette recherche scientifique, encore faudrait-il commencer par communiquer avec eux. C'est ça le dialogue. Et c'est la raison pour laquelle la plateforme de dialogue sciences politiques a mené et continue de mener plusieurs rencontres à des niveaux sectoriels, sur le plan sectoriel. Nous avons rencontré à Dosso le CESOC, les membres du CESOC. Nous avons rencontré à Niamey les membres, les organisateurs de la société civile. Nous avons rencontré la plateforme paysanne. Nous avons rencontré les parlementaires à Bangoula, l'Assemblée nationale. Et nous envisageons de rencontrer les membres du gouvernement, justement pour attirer leur attention sur l'importance de la recherche globalement et sur ce que peut apporter concrètement cette recherche scientifique. Ce que je dis n'engage que moi. Parce que depuis l'indépendance du pays jusqu'à aujourd'hui, on parle beaucoup de développement, du développement économique et social du pays. Ça, tous les discours, on parle de ça. On a mis les structures pour théoriquement aller dans ce sens. Mais quand on voit de la manière où toutes ces questions sont conduites, est-ce qu'on croit réellement au développement? Et j'ai comme l'impression que plus on avance, plus on croit moins. Ceux de la Première République avaient réellement, j'ai comme l'impression, de développer leur pays. Ils y croyaient. C'est pourquoi ils disaient que la connaissance des milieux humains, la recherche en sciences humaines, c'est important pour les questions du développement. Aujourd'hui, même si ça c'est dit, en réalité, les gens ne croient pas. Pourquoi je dis ça? Quand on voit de près un peu la gouvernance et l'utilisation des fonds, je crois qu'il y a récemment une étude de la Banque mondiale ou une institution qui a montré que le clair des fonds vont dans la politique. Et aujourd'hui, par la force des choses, dans les questions sécuritaires. Et on dit qu'on a besoin de l'éducation, de développer l'agriculture, tout cela. Mais tout ce qui est initié dans ces domaines, qui les finance? L'extérieur. Est-ce que quelqu'un qui croit en ce développement doit toujours tabler pour l'extérieur pour financer son développement? Toute la question est là. La réalité parle d'elle-même. C'est vrai, on parle beaucoup du développement, mais en réalité, il s'agit du développement individuel ou de groupuscules, mais pas du développement national, en chantier. Maintenant, pourquoi les gens n'ont pas pu venir? Mais pour que vous puissiez voir venir les choses, encore faudrait-il connaître ce milieu, étudier, voir les problèmes, faire des projections.
Ce n'est pas les ressources qui manquent. Mais on n'y croit pas et on ne donne pas les moyens pour faire ces études. Ceux-là qui ont vu, ce n'est pas des magiciens. Hein. Ils étudient, ils observent, ils projettent. Je ne dirais pas qu'ils programment, mais ils savent la tendance ou les grandes tendances. Quand vous menez une politique du jour au jour ou du tâtonnement, et ceux qui font des projections, évidemment, ils sont sur une longueur distance par rapport à vous. Toute la question, et ça, ce n'est pas propre au Niger, c'est presque tous les pays, il y a un refus du développement. Ou en tout cas, bon, je ne sais pas si c'est volontaire ou c'est sous contrainte, mais le développement, on pense beaucoup, mais en réalité, on n'œuvre pas réellement pour qu'il y ait développement. Voilà moi ce que je voudrais dire. Et sur ce plan, la recherche joue un rôle fondamental, important, ça a été suffisamment dit, je ne veux pas revenir dessus. Et c'est pourquoi on minimise aussi la recherche. Parce que si on ne croit pas au développement, pourquoi investir des fonds pour créer un socle à quelque chose qu'on ne croit pas? Monsieur le vice-recteur tout à l'heure a parlé de changer, mais vous voyez, lui aussi, c'est la même politique, on table sur l'extérieur ou les projets, mais non, c'est au Niger, s'il croit à son développement, de payer sa recherche. Pour répondre à la première question, à une des questions, je crois que la directrice de la recherche a déjà répondu. L'accompagnement des étudiants. Ici, on en fait beaucoup, donc je ne reviendrai pas sur cet aspect-là. Pourquoi les pouvoirs publics n'accordent pas de l'importance à la recherche? J'ai ici le budget du rectorat de 2022. C'est le budget de 2022. Et c'est un budget, la première année, je crois, j'ai vu quelque part, c'est 10 milliards et quelques, 2021. Et donc, sur les 10 milliards, ce qui est accordé à la recherche, c'est 84 millions. 84 millions. En 2022, c'est 13 milliards 49 millions 154 550 francs. Et donc là, 105 millions. À la recherche, pas la recherche à l'IRCH, c'est la recherche à l'Université Abdou Moumouni d'une manière générale. Voilà. Et donc, 2023, 120 millions pour 11 milliards 217 millions. Voilà. Donc, je voudrais dire que nous-mêmes, au niveau de l'université, il faut que nous accordions de l'importance d'abord, que nous soyons convaincus de l'intérêt de la recherche. Ce n'est pas comme ça, bon, partout, même les autorités disent que, les autorités au plus haut niveau, les autorités politiques disent que la recherche, c'est une priorité, elles le disent tout le temps. Mais il y a quand même, il faut que nos autorités rectorales elles-mêmes y pensent. Je voudrais dire, même pour compétir, il y a un minimum qu'il faut avoir, un minimum que les autorités doivent assurer pour au moins ne serait-ce qu'avoir accès à Internet. On ne sent pas qu'à l'IRCH, la recherche est accompagnée par les premières autorités qui devraient nous accompagner, on ne le sent pas. Mais sinon, ce qu'on fait, c'est que, voilà, pour les compétitions, on compétit. On compétit. J'ai dit qu'après 2020, après la Covid, la courbe des ordres de mission a monté. Mais pourquoi? Parce que les chercheurs de l'IRCH arrivent comment est-ce qu'on appelle, à compétir. En 2022, mai 2022, il y avait une forte délégation quand même de l'Université Abdou Moumouni qui était partie dans le cadre de Erasmus+ à Bordeaux, avec des étudiants. Quand on place l'institut premier et que l'effort n'est pas reconnu par les premiers concernés. L'intervention du vice-recteur vraiment a montré qu'un certain nombre de pistes sont explorées. Moi, je vais commencer par la vulgarisation. La vulgarisation, c'est dommage. À ma connaissance, l'Université de Niamey n'a aucune revue de vulgarisation scientifique. Même l'IRCH n'en a pas. Il y a les articles scientifiques et il y a les revues de vulgarisation. Et pourtant, le CAMES l'exige. Le CAMES demande des publications dans des revues de vulgarisation ou des fiches.
toutes les autres universités, Ouaga, Dakar, ont des revues de vulgarisation. C'est très important pour que le grand public, l'opinion, sache ce que... puisque c'est seulement lorsqu'on vulgarise que le grand public, les résultats peuvent être portés à la connaissance donc du grand public. Deuxième niveau de contribution, tout à l'heure, ma collègue professeur Ramotou a parlé, je crois que c'est elle qui a évoqué le CAMES. Effectivement, les enseignants mettent l'accent sur leur production pour le CAMES, ou s'ils ont venu avec le CAMES, les consultations. Est-ce qu'on ne peut pas faire de sorte qu'il y ait une adéquation entre la recherche destinée au CAMES et la demande sociale? On est maître des programmes. Il ne faut pas qu'on soit figé dans des programmes dépassés de l'université. On peut transformer les programmes pour qu'elles répondent à la demande sociale, aux intérêts des ministères. En ce moment-là, ce que les enseignants vont faire pour le CAMES va correspondre aux intérêts des ministères. Le CAMES demande seulement un certain nombre de normes, mais le contenu ne les intéresse pas. Autre niveau évoqué par la directrice de la recherche, ce qui est nouveau également, je crois qu'il faut féliciter l'université, c'est l'émergence des labos. Pendant longtemps, le chercheur à l'université est resté dans son bureau, à vase clos, et il y avait une vision disciplinaire. Chacun ne parle que de sa discipline. Maintenant, il y a des laboratoires, mais le recteur l'a dit, il faut que l'enseignant soit formé pour être apte à répondre aux appels. Ça, il y a une grande insuffisance. Une grande insuffisance, même s'il y a des appels, si on ne sait pas répondre, on ne peut pas être choisi. Enfin, l'université et les chercheurs doivent faire beaucoup de lobbying, beaucoup de communication, parce que bien souvent, les bénéficiaires de la recherche ne savent pas ce qui se passe à l'université. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je remercie infiniment les intervenants, les participants. Alors pour finir, je dirais que le Niger gagnerait à investir dans la recherche pour relever les défis du développement qui se posent à ce pays. Et voilà donc, chers collègues, la fin de la table ronde et je vous remercie à tous. Merci beaucoup.